Bonjour à tous les mordus d'auto, je suis très content de vous retrouver ce matin. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Milo et Mylan qui reviennent tout droit du 4L Trophy et qui vont nous partager leur expérience. Salut les gars, Salut. vous Bonjour. allez bien? Bah, ça va, nickel. Vous pouvez rappeler un petit peu du coup le 4L Trophy, c'est quoi l'idée, le parcours il va d'où à d'où et quels sont les objectifs en gros? Le 4L Trophy, c'est un raid sportif à but humanitaire. Donc le but, c'est avec nos 4L d'amener des fournitures scolaires, des denrées alimentaires ou du matériel sportif aux enfants dans le besoin au Maroc. D'accord. Et donc avec un peu de préparation, on part du coup avec un équipage de 2 et on part de Biarritz, on descend toute la France, l'Espagne, on prend le bateau jusqu'au Maroc et on arrive jusqu'à l'étape finale Marrakech où il y a la ligne d'arrivée. D'accord, ça fait combien de kilomètres en tout alors? On est à peu près autour des 6-7 000 km en tout, selon, comme si on roule sur des pistes et qu'on n'est pas guidé par un GPS. On est aux alentours de 6-7 000 km en tout, ouais. Donc aller-retour, hein. Aller-retour, tout évidemment. compris. Et ça se fait sur combien de temps? Sur 15 jours à peu près. 15 jours. Après, selon d'où tu pars, nous, étant donné qu'on part d'à côté de Paris, bah, on met 5 jours de plus, le temps d'arriver jusqu'à Biarritz, etc. D'accord, ok. Et du coup, quand on veut faire cette course, s'inscrire, comment ça se passe? C'est simple ou c'est compliqué? Alors on va dire que c'est assez compliqué en réalité. Il faut élaborer un dossier, trouver un partenaire et une voiture. Et l'inscription coûte 3 600 € pour pouvoir s'inscrire. D'accord. Mais il y a beaucoup de choses qui sont fournies en fait dans l'inscription. Le 4L Trophy, c'est un des raids sportifs les plus encadrés. Et donc on a une équipe qui nous suit pendant tout le raid. Il y a normalement aucun souci lors du déroulement. Donc c'est en fait les 3000 et quelques euros, c'est ça que vous payez, c'est toute la logistique d'encadrement finalement. La logistique, à l'arrivée à Marrakech, on a l'hôtel avec le restaurant. D'accord. On a une soirée de clôture et puis même pendant le raid, on a les étapes. Donc quand on est à Merzouga par exemple, on reste plusieurs jours là-bas et on va faire plusieurs jours des pistes. Et donc pendant ces jours-là, on a le bivouac qui est offert. D'accord. Et donc en plus des 3000 euros, il faut acheter vos voitures. Ouais, c'est ça. Et donc je vois plein de sponsors. Ça vous permet en gros de payer une partie des frais? Bah en fait, les sponsors, comment ça se passe? On va les voir, on leur explique concrètement ce qu'on veut faire, on est honnête, on leur dit voilà, nous on veut faire un raid sportif à but humanitaire, on veut prendre nos 4L, traverser 3 pays, donc la France, l'Espagne et le Maroc, tout ça pour amener des denrées alimentaires, affaires scolaires pour les enfants. Et du coup, grâce à ça, on leur fait une pub en contrepartie de financement. Donc on leur met leur logo sur la voiture et chaque emplacement sur la voiture à une somme correspondante qu'on a donnée. Par exemple, je sais pas, pour le capot, ça va être 1000 €. Pour un côté sur une aile, ça va être 200 €, etc. Et selon à combien ils participent, on aura un plus ou moins, enfin, le logo sera plus ou moins bien placé et plus ou moins gros. D'accord. Et ça nous permet effectivement de payer tous les frais de péage, d'essence, d'inscription, les hôtels si on veut en prendre, tout le matériel de bivouac. Donc le bivouac, ça va être la tente, les matelas, les duvets, les réchauds, tout ce qui va être de nourriture. Et après, ça nous permet de payer tout ça pour éviter de pas mettre de notre poche et justement de financer tout notre... C'était ma question à la fin, finalement, vous en avez de votre poche ou ça va, ça passe? Je crois qu'on passe... En réalité, en réalité, pour les inscriptions, on n'avait pas assez. Donc, l'un de mes frères a mis 1500 € de sa poche. D'accord. Mais en fait, parce que du coup, on s'inscrit plusieurs mois à l'avance. Mais du coup, en continuant à chercher les sponsors pour payer les voitures, le matériel, etc., on revient à peu près à équivalent. Ça va être tout bon, surtout si on revend les voitures derrière. Je ne sais pas, n'arrivera. Vous y êtes attaché en fait. Hein, ça. On n'a plus envie de s'en séparer là. Ah ouais, surtout que ça fait partie des populaires françaises quand même super sympa. Moi je vends deux chevaux perso, mais j'adore aussi les 4L. C'est les deux les plus connus. Voilà. Et du coup, quand vous cherchez une voiture comme ça,
voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir Est-ce qu'il faut plutôt avoir des 4L plus récentes? J'imagine peut-être pour les gros moteurs, les 1100, un peu plus... Du coup, ce qui est le plus important d'après moi, ça va être le moteur, ne pas avoir un petit moteur et donc ne pas avoir un moteur Cléon. Mais effectivement, le plus important, c'est le châssis et ne pas avoir de trou dans le châssis, etc. Parce que au village départ à Biarritz, il y a une grosse partie vérification pour être sûr que la voiture est en état de partir. D'accord. Et parce qu'elle peut être recalée en fait. Il y en a qui peuvent être recalées. Bien sûr, il y en a chaque année, malheureusement. Parce que les pistes sont quand même hyper difficiles pour les voitures et si le châssis est un peu faiblard, il y a des risques d'accident, il y a des risques de plier, d'accident, de cassage d'amortisseur. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. En fait, ce qui nous est arrivé aussi nous, c'est que au village départ, on nous avait mis un point à suivre parce que la voiture était quand même en état de partir, mais il y avait un petit défaut sur le châssis arrière. Et puis au final, dans les pistes, notre amortisseur arrière gauche, il s'est totalement cassé et il a transpercé notre caisse. Ah ouais. Donc on a un trou dans notre coffre. D'accord. Qu'on a ressoudé en revenant du 4L, mais voilà. Je crois qu'il y a un point à vérifier aussi, c'est les points d'ancrage des bras arrière. Il me semble que souvent il y a de la rouille qui peut. Ça fait partie de tout l'aspect du châssis où tu vas jusqu'aux roues. C'est la globalité, il faut regarder quoi. Et juste pour revenir au moteur, vous parliez du Cléon. Le Cléon, c'est le 800 et quelques centimètres cubes, c'est le plus petit. Il y a le 1100 après. Oui, ça. C'est ça. Il vaut mieux prendre un 1100. Oui. À la fois plus fiable et plus coupleux, un peu plus, pas plus puissant. Je crois ils font 34 chevaux tous les deux. En fait, même au niveau du raid, la plupart des gens qui ont des 4L essayent de pas prendre le plus petit. Et même pour trouver une pièce ou etc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup de gens où on se retrouve le matin, ils ont une pancarte et ils cherchent telle pièce pour pouvoir réparer leur 4L. Alors même s'il y a une équipe technique qui vend des pièces, etc. Et que tout le monde a des pièces de secours, bah parfois on cherche comme on peut notre pièce pour pouvoir repartir. Du coup, vous partez quand même avec c'est aménagé en 2 places, hein, on regardera après les voitures à l'intérieur, mais vous partez, j'imagine, avec du coup quelques pièces quand même, un petit stock de trucs essentiels. En fait, sur le listing de tout ce qu'on doit avoir niveau affaires, il y a des pièces obligatoires à avoir de rechange qui vérifient. Et puis même pour partir, si tu connais un peu en mécanique tout ça, tu sais très bien que la 4L, elle peut tomber en panne du jour au lendemain et que tu peux avoir des problèmes même avant d'arriver là-bas en fait. Ouais. Donc je conseille effectivement à tous ceux qui veulent le faire et qui veulent partir, à avoir un bon stock de pièces, au moins une de chaque ou un équivalent, surtout sur les pièces qui cassent très régulièrement ou qui s'abîment facilement. Même des pièces d'occasion, pas forcément du neuf. Alors des pièces de train roulant peut-être, de frein, des pièces d'allumage aussi, parce que ça peut péter à tout moment. L'allumage, on l'a refait plusieurs fois. Ouais. Parce qu'en plus ça aime pas le sable, la poussière, tout ça, j'imagine, non? En fait, ça aime pas tout ça. Après, les moteurs, ils sont habitués, ils sont quand même clean, et ils sont très épurés. Il y a quand même pas grand-chose. Et c'est pour ça, pour les nouveaux, ceux qui s'y connaissent pas ou qui veulent découvrir, c'est vraiment la base de la mécanique, la base des moteurs ou autre. Donc, c'est vraiment ce que vous pouvez avoir de plus simple pour apprendre. Ouais. Et donc, c'est franchement pas trop difficile pas avoir peur, pour les débuts. Ouais, voilà. En plus de ça, si vous allez voir des sponsors, nous, c'est ce qui nous est arrivé. On va voir des garages. Et les garages vont, peut-être, au lieu de nous donner un côté financier, ils vont nous prendre 1-2 après-midi, nous aider à changer un roulement, nous aider à changer une pièce de moteur, nous apprendre comment le faire, etc. Et vous aide à remettre en état potentiellement et des travaux qui vous auraient coûté potentiellement assez cher. Exactement. Et puis même pour le fait de nous faire apprendre, ils sont contents de partager ou autre. Il y a des groupes Facebook ou des entrepreneurs qui font ça aussi toute l'année. On sait qu'il y en a un sur Rouen, pas loin d'ici, qui a un grand hangar avec des dizaines, des centaines de 4L avec des pièces de 4L de tout et n'importe quoi, et qui lui aussi va aider à faire de la mécanique, va vendre des pièces et au rabais parce qu'il sait que c'est que des gens qui partent au 4L Trophy, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'énormes budgets pour tous. Donc voilà. D'accord, ok. Bon, et alors la route, ça s'est passé comment? C'est quoi vos anecdotes ou alors il faut savoir qu'on n'est pas parti que à 2 voitures. Ouais. En fait, de Gargenville, on est parti à 5 voitures. Ah ouais. Et parce que alors il y avait les voisins, il y avait des amis qu'on connaissait, etc. Et au final, on est partis tous ensemble.
On a récupéré quelques 4L aussi sur le chemin. On a fait en sorte de faire un convoi et que ce soit beaucoup plus convivial et aussi s'ouvrir aux autres et rencontrer du monde parce que c'est ça aussi le but. C'est ça le but, hein. Vous êtes tous jeunes, la vingtaine, quoi, en gros, non? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a encore 20 ans, on est les plus jeunes encore. Ah, il y a des dérogations qui existent. Il y en a plein qui en font des dérogations. Ouais. Non, je plaisante. Ouais, du coup, et combien de participants en tout? Cette année, on était à 1500. Ah, c'est énorme, quand même. Non, 1200 voitures, donc 2400 participants. Ouais. Quand vous vous retrouvez tous là-bas, ça doit faire quelque chose, quand même. Ouais, bah, tu t'en rends pas compte au début. Il y avait beaucoup de monde, ouais. Et du coup, la route, nickel, pas à part 2-3 petits pépins. Pour descendre, on n'a pas eu de problème. Alors, pour nous, on n'a pas eu de problème. Pour d'autres, des problèmes d'allumage, essentiellement, ou de surchauffe. Ouais. Mais il faut pas oublier que les voitures là, on les utilise dans la vie de tous les jours et que du jour au lendemain, on leur fait faire des milliers de kilomètres, donc on les met à rude épreuve quand même. En plus, parce que vous prenez que des pistes, je dirais, dans un état correct, ou est-ce que des fois vous êtes carrément dans le sable et c'est à l'arrache? Ouais, il y a tout en réalité. On passe vraiment pour arriver jusqu'au Maroc sur autoroute, sur route classique, campagne ou autre. Donc là-dessus, il y a en général aucun problème, à part les problèmes de surchauffe, parce que pendant 7 heures, ton moteur il va rouler, donc souvent pied au plancher. Ouais. Voilà, c'est ça, pied plancher, où t'es quand même qu'à 110, enfin 100 ou 110, et pour les petits moteurs, comme disait Malo, t'es à 80. Donc forcément l'autoroute, déjà tu mets 2 fois plus de temps. C'est pas le jeu, c'est pas leur terrain de prédilection. Voilà, c'est ça. Après, il y en a plein qui le font, mais en général, ils ont un petit peu plus de problèmes techniques. Et par contre, quand tu arrives au Maroc, tu passes vraiment de tout et n'importe quoi au niveau des pistes. Tu peux aller sur, on va vraiment aller sur le désert plat sur 30 km où il n'y a rien aux alentours, avec juste des gravillons, des petits cailloux, ce genre de trucs, à de belles bosses, du sable, des montagnes enneigées, où vraiment on va faire le tour du Maroc, donc la fameuse boucle du Maroc, où à 30 ou 1 heure d'intervalle, tu peux vraiment changer de paysage du tout au tout, quoi. Ouais, donc ça, au-delà de l'aspect à la fois sportif, humanitaire et automobile, il y a quand même des souvenirs incroyables, j'imagine. Bien sûr. Nous, on n'était jamais allé au Maroc. Et vraiment, c'est ce que disait mon frère, on est passé par tous les temps, par tous les paysages et c'était magnifique à voir. D'accord, et vous avez pu vous avez eu le temps de visiter, ou finalement, de visiter, évidemment que c'est pas le but, mais il y avait peut-être des journées un peu d'arrêt, de repos, non? Ou alors, vous enchaînez non-stop? C'est la partie un petit peu frustrante pour moi, je trouve. Donc à partir du moment où on part, chaque jour on a des impératifs. Donc passer tel ou tel cap ou arriver en tout cas au bivouac. Et à part sur l'étape marathon, où donc c'est ce qu'on a fait les jours précédents en fait. L'étape marathon, c'est on fait une boucle, on revient au bivouac et après on a la soirée tranquille pour réparer la voiture si jamais et pour se poser et se reposer. D'accord, ok. Et pendant l'étape marathon, donc on part le matin ou le midi, on prend la route et on va bivouaquer en fait tout seul dans un intervalle donné. Donc faut arriver à chaque fois aux étapes qu'on nous demande et donc faut pas avoir de retard et on n'a jamais le temps vraiment de visiter. Ouais. Il y a qu'une fois arrivé à Marrakech après la ligne d'arrivée où le lendemain on avait une journée de pause. Mais personnellement, on est allé se balader dans les souks 1 ou 2 heures, mais pas plus parce que le soir on était attendu. Le matin, on a réparé notre 4L qui avait pris feu à la ligne d'arrivée. Ah ouais. Donc fallait quand même qu'elle soit prête pour repartir le lendemain pour prendre le bateau. Ouais, c'est pas non plus le voyage purement touristique où tu as le temps de voilà, c'est ça. Après, il y a quelques petits spots que tu peux t'arrêter. Enfin, tu peux vraiment t'arrêter aussi sur le bord de la route très régulièrement pendant le chemin pour pauses diverses et variées. Mais du coup, tu peux vraiment aussi, tu passes des fois dans des petites villes fantômes avec que des ruines, tout ça. Bon, nous, on est passé sous la pluie, donc on s'est pas arrêté parce que c'était très boueux. Mais on sait que chaque année, il y en a des centaines et des centaines de 4L qui s'arrêtent là pour prendre des photos, voir des paysages. Même sur le roadbook qu'ils nous donnent, donc c'est notre carte, entre guillemets, notre GPS, et il nous donne des points d'arrêt parce que ici, tu as le Grand Canyon 2 et ça nous permet d'avoir des points repos, des points repas, des points photos, etc. pour avoir des souvenirs, des très jolis paysages qui changent un peu de tout le reste. Et voilà. Ouais, sympa.
Et pour en revenir à la voiture, alors est-ce qu'on peut partir comme ça, faire la course avec une 4L d'origine, ou est-ce qu'il y a des préparations à faire, des renforcements, je sais pas, qu'est-ce Alors, que vous j'irai avez fait? pas avec la 4L d'origine. Ouais, Déjà parce que on y va, on est très chargé. Il faut d'accord. avoir du coup des affaires scolaires, il faut avoir des denrées alimentaires qu'on Matos. dépose à Biarritz, Ouais. les affaires scolaires qu'on dépose à Ah, vous les transportez pas tout le chemin, les Non. affaires, du alors, coup. D'accord. les affaires scolaires, on les transporte jusqu'à Merzouga. Ouais, c'est ça. Donc Bivouac. on fait c'est la deuxième nuit au Maroc. D'accord. Et donc les voitures sont quand même très chargées avec le matériel de bivouac, nous, notre nourriture, les pièces de rechange. On voit que au final, la voiture elle descend facilement jusqu'au niveau du pneu. Ouais. Et que si on prend une bosse ou quoi que ce soit trop fort, ça tape. Pété, quoi. Ouais. Donc oui, il faut quand même un petit peu de préparation. Alors, c'est quoi les opérations de préparation? Je dirais le minimum vital, c'est Le minimum, c'est déjà surélever la voiture. surélevé, suspension renforcée, plus dure, non? Non, il n'y a Non, pas Pas besoin. besoin. Plaque de protection sous la Sous le moteur. voiture, exactement, pour éviter, parce qu'en fait, tu passes ton temps Prendre à des prendre des cailloux, coups, des cailloux, protéger le carter un rocher que tu vois pas, tu prends. D'accord. Donc la plaque de protection sous le moteur, parce que tu passes ton temps à prendre des cailloux, des rochers, ce genre de choses. Et puis là, quand on l'a enlevée, on la voit qu'elle est toute rayée et toute arrachée. Là, tu te Elle est dis, vraiment en mauvais état. J'ai bien fait de la mettre. Donc ouais, je crois que même c'est obligatoire en fait. Oui, c'est obligatoire. Ouais. Sinon, rien d'autre en préparation à part. C'est ce qui est le plus important. Après, être sûr d'avoir entre guillemets une 4L en bon état. Si, bien sûr, enlever les sièges arrière, la banquette arrière, parce qu'on n'en a pas besoin. Là, je sais pas si on voit. On a a regardé elles l'intérieur. sont fermées. Là, les prix des 4L, en plus, elles ont. Ça a monté là pas mal ces derniers temps. Un petit peu, ouais. Hop, on va regarder celle-là. Voilà. Ouais, donc là, t'as une sacrée place quand même, hein, pour une petite voiture. Ouais, du coup c'est bien, c'est qu'on a vraiment, on fait chacun nos coins. On a vraiment un coin ici, on met nos affaires scolaires, on met un coin, on met nos bivouacs et notre nourriture, ce qui nous permet de, dès qu'on ouvre nos portières, d'avoir tout d'accès sans que ce soit vraiment compliqué. Et en plus de ça, on a créé un petit système à nos portes avant. Ça aussi, c'est important. Rapproche-toi de moi. Ouais. Micro. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, ce qu'on a créé, c'est un petit système ici, parce que les loquets, pour les fermer, ouvrir les portes sur les 4L, c'est pas comme sur nos voitures d'aujourd'hui. C'est juste le descendre et le monter. D'accord. Mais nous, on s'est créé une petite corde ici, ce qui nous permet de, dès notre portière avant, en fait, dès qu'on va tirer, de le lever pour pouvoir ouvrir la porte et être tout le temps sécurisé, pour pouvoir les ouvrir de l'extérieur, parce qu'avec tout le matériel, en fait, sinon, on n'a pas du tout accès par le coffre ou autre. Ah, c'est vachement bien. Donc ça, c'est une super idée si vous voulez participer au 4L et avoir une facilité d'ouverture de porte. Ah, génial. Voilà. Il y a d'autres astuces comme ça ou d'autres conseils qui changent la vie, enfin qui facilitent la vie? Des petites bandes LED. Nous, c'est ce qu'on s'est fait sur toutes nos voitures des gens qui sont partis. C'est des petites bandes LED. Donc là, on met des bandes LED à pile comme ça. Il n'y a pas de problème d'électricité. On décharge pas la voiture. Et en plus de ça, la voiture peut être éteinte et on peut allumer les LED. Voilà, exactement. Oui. C'est totalement sécure et puis ça dure longtemps, je crois. Ça consomme là, on les a toujours pas changé du raid et pourtant elles sont encore en pleine batterie. Et c'est super pratique que vous les prenez en blanc ou en couleur pour voir l'intérieur de votre voiture dès qu'il fait nuit, l'intérieur de votre coffre. Voilà, nous on en a tout autour là des fenêtres qui partent jusqu'à l'avant. Et puis ça nous permet dans la nuit, quand on continue de rouler parce qu'on est en retard sur le programme ou qu'on a eu un problème technique ou pour toutes les raisons, même sur le bivouac, pour pouvoir voir dans sa voiture, c'est quand même super pratique. D'accord. Ce qu'on avait fait d'autre, c'est mettre des mousses. Des tapis en mousse sur le sol et sur les côtés. On n'y pense pas forcément en partant, mais en fait, avec toutes les bosses qu'il y a et tout le matériel, ça fait vite beaucoup de bruit. Ah oui, c'est usant là. C'est pas très, très bien isolé, que ce soit la voiture, la carrosserie ou autre. Donc déjà que tu entends énormément ton moteur ou autre. Ce qui est très important, attention pour des vieilles voitures, parce que la voiture continue de te parler en fait tout le long du trajet. Tu vas sentir très vite si elle a besoin de s'arrêter, si elle surchauffe ou autre.
Mais en plus de ça, si tu t'isoles pas un minimum, donc en fait directement là on met les plaques et après en dessus on mettra toutes nos affaires, ce qui permet d'étouffer vachement le bruit de tout le matériel qui, même s'il y en a beaucoup, bah, que ça bouge constamment quoi. C'est plus de confort, hein, Voilà, au final, exactement. et puis ouais. Ah non, d'accord. Parce qu'au final on vit quand même dans la voiture pendant 2 semaines et quelques. Faut quand même avoir un minimum de confort, même si on part pas sur une épreuve de confort, parce que bah on est 2 semaines dans le désert, on se lave pas, tu Il y a un manges autre âge, que le confort, il y a pas. Et du coup, est-ce que vous avez le droit d'avoir une tente de toit, parce que pour dormir, c'est vachement à la mode, les tentes de toit qui se replient. Il y en a qui le font. C'est Il autorisé. y en a qui le font, alors ça coûte très cher, donc Ouais, ça coûte cher, on se rend compte en fait assez rapidement que tout leur budget est passé là-dessus au détriment du reste. Mais on voit une ou deux 4L sur les 1200 qui le font, il y en a vraiment peu. D'accord. Après, il y en a beaucoup qui ont des galeries de toit, comme nous. Voilà. Donc ça va être des systèmes d'accroche qu'on va mettre sur la voiture, sur la gouttière, là. la gouttière, exactement. Ce qui nous permet de mettre en plus des jerrycans, enfin nos jerrycans pour avoir l'essence sur l'étape de marathon ou sur les pistes. Et nos roues de secours, il y en a qui mettent d'autres matériels, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un espace supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'espace dans le coffre ou mettre de nouvelles choses, plus d'affaires ou autres qu'on voudrait, pourquoi pas quoi. Voilà. Mais sur notre retour d'expérience par rapport aux galeries de toit, toutes les personnes qui avaient des galeries de toit les ont perdues, elles se sont décrochées, elles se sont dessoudées. Là, on peut voir des marques du coup sur la voiture où la galerie de toit s'est décrochée pendant des bosses. Elle a arraché nos voilà, gouttières. c'était neuf, mais c'est pas grave. Sur notre toit, mais bon. Mais elle est rentrée avec vous. Elle est rentrée. Mais ouais, franchement, faut savoir quand même que 99% des galeries de toit, je dirais, soit se cassent, soit tombent sur le toit, soit s'enlèvent, se décrochent. Il ne faut pas lésigner sur la qualité de. Je sais pas s'il y a plusieurs qualités de galerie et sur les systèmes d'accroche plus ou moins. Il y en a qui. Celle-ci, c'était une d'origine. Il y en a qui l'avaient fait eux-mêmes. Donc après, il faut faire attention, bien sûr, au poids si vous voulez en prendre une. Parce que c'est très vite lourd. Faut pas oublier qu'il y a de la prise au vent. Nos voitures, elles consomment déjà pas mal. Si en plus vous rajoutez de la prise au vent, que la voiture est très chargée, ça va être compliqué. Et oui, surtout au niveau des étapes dans le désert, c'est un risque à prendre en fait. D'accord. Et tu disais là, ça consomme pas mal. T'es à quoi comme conso là? Là, on était à quoi? On a fait des. On a dû avoir un budget de 1000-1500 juste pour l'essence pour tout le trajet. Ouais, parce que c'est vrai que bon, une 4L, normalement, c'est entre 6 et 8 litres selon mais là, vu que c'est de la route très difficile où vous êtes potentiellement, vous le tirez dessus, c'est sûr que ça doit s'envoler souvent au pied plancher parce que tu es à fond, parce que n'importe quelle petite montée, en fait, tu vas avoir, même si c'est du faux plat, ta voiture elle va ralentir, etc. Ou des fois, on est chargé, ça fait 8 heures de route que tu es dans ta voiture et que forcément, quand tu as les petites montées ou des belles montées en Espagne ou ce genre de choses, ta voiture, tu te retrouves en deuxième sur l'autoroute, tout le monde met les warnings, les lignes de droite, on est tous à 50 au lieu de 110, 120, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, tu vois. Je connais ça, je roule en deux choses, c'est encore plus... Mais ce qui nous donne encore plus d'anecdotes et plus envie d'y aller, c'est que justement, tu t'ennuies jamais parce que il se passe toujours quelque chose, surtout quand tu pars en convoi, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui a une voiture cassée, qui a un petit problème, qui veut faire une petite réparation, ou tu as toujours une petite anecdote parce que en fait, on fait des groupes WhatsApp pour pouvoir discuter tous ensemble parce qu'on n'a pas forcément on prend des cartes SIM quand on arrive au Maroc, mais c'est vachement plus simple d'utilisation et tu fais des groupes où on s'envoie tous des vidéos de ce qui se passe dans nos voitures, on fait des petits jeux entre voitures, on avait tous des petites ardoises comme ça, dès qu'on se doublait ou autre, on écrivait des petits mots. Donc ambiance vraiment sympa. C'est hyper convivial et hyper solidaire. Vous êtes chez des amis, non, depuis? Enfin, vous gardez des contacts? Bien sûr. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est parti, on a rejoint du monde sur le chemin. Donc, on est resté essentiellement avec ces personnes-là. Du coup, qu'on a rencontré avant le départ et on est revenu avec eux après Marrakech. Et puis, on a pu se recroiser et partager de bons moments. Et on va se retrouver au Cool Day dans quelques semaines. On sera tous là, tous ensemble, toute notre équipe. Voilà. Ah bah génial, je passerai au Cool Days. Eh bah top. On regarde un peu l'intérieur.
Carrément. bien sûr. Je sais pas s'il y a des différences entre vos deux, Globalement, c'est vos la deux même voitures, chose. mais Il y a quand même beaucoup de ressemblances. donc là on est sur les tableaux de bord, les derniers tableaux de bord de 4L. Il y avait eu trois grandes époques hein, au niveau des tableaux de bord. Un petit mano température d'eau, tu vois? Ouais. Important. Très important. Très important. Il y en a beaucoup qui l'ont pas, c'est un choix. Alors, c'est en fonction de comment est-ce que chacun a branché son ventilateur de secours. Ah oui, on n'a pas dit ça tout à l'heure. On rajoute un deuxième ventilateur dans la 4L D'accord. pour pouvoir gérer la température. Donc certains le branchent directement au ventilateur principal. Donc quand il se déclenche, eh ben, le deuxième se déclenche. Sinon, on déclenche à la main. Enfin, Là vous voyez vraiment la différence quand il y a les deux plutôt qu'un. Oui. Ça change. Entre ça, il y en a qui utilisent aussi des frites, petite astuce. Des frites qu'on va mettre en fait. des frites de piscine. Ah bah ouais, on va en profiter pour regarder le moteur. Bah, tant Bien qu'à faire. falloir. Ah oui. Donc ça, c'est le moteur, c'est un moteur, et du coup, il y en a qui mettent des frites ici, ce qui permet de, quand on referme le capot, ouais. d'avoir forcément une entrée d'air. Après, il faut évidemment le songler en dessous, mais en mettant une frite de piscine que l'on coupe en deux, en mettant une de chaque côté avec la sangle, ça D'accord. nous permet en fait d'avoir un appel d'air et de refroidir beaucoup plus le moteur. Donc entre ça, les deux ventilateurs et plein de petites astuces de genre, en fait, on arrive à refroidir. Tu t'arrêtes toutes les 2 heures, 3 heures, pour justement faire une pause de ton moteur et perdre dans ton mano. Voilà. Parce Après, que la température moyenne là-bas, c'est quoi à l'époque où vous l'avez fait là? Bah, Il y a nous, on quelques l'a semaines. fait, il Ouais, faisait il bien 25 degrés. ouais, 25, je Ouais, pense. ça va Il encore. faisait C'est pas du très 40, chaud. heureusement, Non, parce non. que sinon, Bah, ça serait en compliqué. mai dernier, à l'édition numéro 25, donc notre grand frère l'a fait. Donc c'est à cette occasion-là que il nous a tous donné envie de le faire et qu'on l'accompagne. Donc lui, il est parti en mai et il faisait une chaleur à chaque fois qu'ils arrivaient au bivouac où ils faisaient une pause, ils étaient tous crevés de chaleur Il faisait et de 40. fatigue parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Ouais, non, Entre 30 et 40. c'est dur, hein, 40. Et la nuit, à l'inverse, dans le désert, il fait extrêmement Ça caille. froid. Donc, même avec le bon matériel, tu passes de très très chaud à très très froid. C'est un peu plus compliqué, mais ça se fait très bien. Ok. Attends. Alors là, on est sur le compartiment moteur de la deuxième 4L. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer Et comme on disait tout à l'heure, donc il a fallu qu'on rajoute un deuxième Voilà, on ventilateur. C'est le rouge en plus. Oui. C'est le rouge en plus. Il y a le noir à côté. Il y a une grille derrière qui protège. C'est ça, on a rajouté la grille là pour éviter que s'il y a des cailloux qui rentrent, que ça vienne pas casser notre radiateur, notre moteur, etc. Sinon, très important pour le 4L Trophy, le klaxon. C'est un klaxon hyper puissant, plus puissant que d'origine. Voilà, ça c'est pas celui qu'on a d'origine, et donc tout le monde essaye d'avoir un klaxon un petit peu marrant, etc. pour se démarquer. Et des klaxons italiens pour certains, des machins qui chantent là. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y en a qui vont faire des petites musiques avec beaucoup plus de trompes. Il y en a qui vont être beaucoup plus puissants, plus aigus, plus graves. Mais en fait, c'est vraiment l'esprit du 4L où chacun va vouloir se démarquer, avoir sa petite originalité, etc. pour se démarquer. Et en plus de ça, quand on prend les ferries pour traverser la Méditerranée, c'est vraiment un bazar monstre avec les klaxons parce que tout le monde est dans la voiture, tout le monde attend pour pouvoir redémarrer ou autre, et c'est vraiment un brouhaha de klaxons. Et là, c'est vraiment que tu entends tous les klaxons ou autres. C'est vraiment bien, c'est vraiment très rigolo à faire. C'est vraiment des bons moments. Enfin, en gros, ceux qui ont envie, vous leur diriez aujourd'hui, allez-y, lancez-vous, c'est génial. Quoi. Nous, on n'a qu'une idée, c'est d'y retourner. C'est possible ça du coup. Bien sûr, tu peux le faire sur 3, 4, 5 ans d'affilée. Tu peux t'arrêter 1 ou 2 ans et repartir, il n'y a vraiment aucun souci. Tant que tu as moins de 28 ans, si je dis pas de bêtises, et que tu as un coéquipier, une voiture pour partir qui est en bon état, tu peux le faire chaque année. Après, il y a des dérogations évidemment pour ceux qui veulent le faire, mais même s'il y a énormément de préparation à l'avant, que ça peut devenir long, que ça peut devenir compliqué, qu'au début tu trouves pas forcément de sponsor, que tu n'as pas forcément les bonnes techniques, que tu n'as pas les contacts, que tu n'as pas le matériel. Donc forcément, au début, ça peut faire peur, il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut prendre, je pense, au moins 3, 6, je dirais plus 6 mois, mais il y en a qui se prennent 3 mois à l'avance, ça arrive très bien à partir. C'est chaud. Mais je dirais bien 6 mois ou 6 mois, 1 an à l'avance, le temps de tout trouver, de savoir comment créer son association, trouver les bagnoles,
les réparer, parce que souvent quand ils nous les vendent aussi, ils nous disent pas tout, ou même t'as pas tout vérifié. On a Oui, bah toujours voilà. des surprises. T'as Toujours des des mauvaises surprises, surprises. ouais. Et le temps que tu mettes ton budget en place ou autre. Et mais non, mais par contre, une fois que tu y es, tu te dis ça y est quoi, tout ce que j'ai entrepris depuis 6 mois, depuis 1 an pour enfin en arriver là, ça fait vraiment plaisir et Voilà, ça se concrétise et en fait, on voit pourquoi est-ce qu'on a travaillé Ouais, bah oui. et c'est beau. dans Et tous les cas, ça vaut même 2 ans de préparation. C'est tellement beau. ça donne comme, envie, hein, en vous entendant. c'est tellement beau comme voyage, que ce soit humainement, que ce soit dans la solidarité, de se faire des amis, rencontrer tout le monde. En fait, il n'y a pas de mauvaise ambiance ou autre. Il n'y a pas de... Puis même si vous y connaissez rien en mécanique, C'est ma pour être question. honnête, Qui venait. donc nous deux, on n'y connaissait rien. Alors on a regardé un petit peu. On a notre voisin qui a une formation de mécano qui était parti avec nous. Donc on partait pas quand même sans rien, mais on avait du monde avec nous. Notre grand frère qui l'avait fait l'année dernière. Donc ils avaient vu déjà quelques pannes. On a regardé un petit peu les voitures avant de partir, mais on n'était pas formé en fait. Oui. Et on apprend très très vite sur le tas. On s'est retrouvé à aider des amis du coup qu'on s'est fait sur la route à faire le joint de culasse du moteur. Ah oui, carrément. Donc on a C'est vu marrant. vraiment tout le moteur et entre guillemets ce qui avait le plus compliqué à faire. Et après c'est un travail de recherche surtout quand tu as un souci avec un petit peu de logique de chercher d'où vient le souci. D'accord. Et vraiment, si en gros tu galères, bon, tu as déjà l'entraide, mais est-ce qu'il y a un staff technique qui est là pour Ouais. vraiment En Bien fait, sûr. c'est ce qu'on appelle les mics. les mics? Les mics, c'est des gros 4x4 qui vont nous suivre tout le long de l'aventure, qui fait partie des frais d'inscription évidemment, mais où la seule chose que tu vas acheter chez eux, c'est les pièces de rechange si tu as besoin. Mais sinon, tout l'aspect technique, tout l'aspect main-d'œuvre, ils vont venir nous aider. Donc, que ce soit sur les pistes, les bivouacs, il y a toujours comment on appelle ça, Ouais, un pôle technique. un pôle technique, merci. Un pôle méca. Apparemment, tu restes pas en galère, en rade. Tant que tu es parti de Biarritz à Marrakech, Voilà. t'es jamais, t'es toujours à l'abri. On va dire qu'il y a toujours le staff technique qui va passer dans la demi-heure ou dans l'heure. Peut-être beaucoup plus s'il y a énormément de pannes, mais ils sont toujours là parce qu'on a un petit boîtier GPS qui ils savent exactement où on est tous, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et par contre, avant ça, tu te débrouilles. Et puis après Marrakech, sur les premiers kilomètres, premières centaines de kilomètres, ils sont toujours derrière nous parce qu'on part peut-être un peu avant eux ou autre, donc ils peuvent toujours s'arrêter pour nous aider. Après, on est plus lâché à nous-mêmes, quoi. Mais il y a tout même si tu croises personne, que tu t'es pas fait d'amis, etc., tu as toujours le pôle technique pour venir t'aider. Ok, ça va rassurer tous ceux qui regardent la vidéo et qui Bien sont sûr. tentés. Et puis même, il y a énormément d'entraide. À chaque fois qu'on voit une 4L toute seule au bord de la route, on essaye de s'arrêter selon si on est en avance ou pas sur le programme. Et puis oui, il y a, dans tous les cas, si tu cherches une pièce, tu vas voir ton voisin, il t'en donne une. Et puis voilà, c'est Beaucoup d'entraide. vraiment ce qu'il faut savoir, quoi. Donc vous repartez l'année prochaine ou pas? C'est décidé? Alors niveau organisation, comme on l'a dit, ça demande beaucoup de temps. Ce qui est sûr, c'est que les 4L, on va pas s'en séparer maintenant. Mais nous, on a fait le 4L Trophy entre frères. Je pense que je suis pas le seul à ressentir ça, mais peut-être on a envie de le refaire avec des amis et vivre une autre expérience. Ah ouais, ça peut être sympa, ouais. Mais je sais que notre grand frère a envie de faire le 4 Alpes, donc un raid qui part en 4L du coup pour parcourir toutes les Alpes. Ah, je connais pas. D'accord. Ouais, c'est moins connu, mais. C'est moins connu, mais c'est le même genre d'expérience. C'est à peu près la même chose, en plus petit comité et plus petite organisation. D'accord. Mais peut-être pas cette année, parce que c'est quand même un gros... Enfin, il y a toujours les études à côté. Moi, je rentre dans le monde du travail ou autre. Ouais. Donc, c'est pas forcément pile poil la bonne période pour se dire que je vais prendre 1 an pour me réorganiser et repartir. Ouais, c'est sûr, c'est pas la bonne période, mais tu peux décider dans 2 ans, 3 ans de. Bien sûr, c'est ça. Je me dis que je me laisse la possibilité, que ce soit avec ma 4L ou même une nouvelle, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Me retenter l'expérience de ce voyage-là ou me faire d'autres road trips qui existent du même genre, mais pas l'année prochaine. Ok. On se laisse une petite pause. Eh ben écoutez les gars, franchement, je suis enchanté de notre rencontre et puis de toutes ces anecdotes et tous vos conseils. Je pense que c'est une vidéo qui va faire un peu
qui va donner plein de clés et répondre à plein de questions que des jeunes qui sont intéressés vont se poser, quoi. Enfin, j'imagine. En tout cas, moi, voilà, si j'avais votre âge et que je pouvais partir, franchement, ça me donnerait envie. Bah, écoutez, de toute façon, même si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Nous, on pourra toujours essayer de passer sur la vidéo de temps en temps pour essayer d'y répondre. Ah, c'est sympa. Que ce soit sur l'organisation, sur le 4L, sur le moteur, enfin comment on peut s'organiser dans n'importe quelle question en fait. Voilà. Ah bah, merci beaucoup, c'est vachement sympa. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Merci Merci à vous beaucoup. aussi. À bientôt. Salut.